pour un retour d'expérience, un premier retour d'expérience. Je vous remercie d'accueillir Pierre Laroy, qui est dirigeant d'Isor Bâtiment. Merci de l'accueillir. Énergiquement, la pause a été un peu courte. Et Pierre David, BIM Manager chez Tetrarch Architecture. Alors, je vous donne la manette qu'on va désinfecter, hein, soyons... Ouais, toujours, hein, voilà, je m'en occupe. Par contre, convenez d'un animateur de PowerPoint, si vous pouvez, pour éviter les switches. Hein, voilà. Je crois que ça doit être clair. Vers le bas, pour avancer. D'accord. Voilà. Donc, le principe d'un REX, globalement, et je vous laisserai la parole, c'est à partir d'une opération existante, concrète, on a vu l'intérêt, on en a chargé tout à l'heure, de pouvoir s'appuyer sur des expériences concrètes, expliquer sur cette opération pourquoi le BIM, quels étaient les objectifs, comment le BIM a-t-il été utilisé pour atteindre ces objectifs, et finalement que vous puissiez respectivement nous présenter un retour d'expérience de ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pour que tout le monde se dise, tiens, sur ce type d'opération, demain, quel conseil ou quelle piste de progrès moi je pourrais suivre. Présentez-vous rapidement, et ensuite je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc Pierre Laroy, je dirige la société Isor Bâtiment, qui est spécialisée dans l'isolation thermique par l'extérieur, enfin l'enveloppe du bâtiment et les bardages un peu spécifiques. On est basé à Laval, on n'est ni une start-up ni un mastodonte, comme on disait tout à l'heure, on est une PME de 100 personnes et on intervient sur les régions Bretagne, Pays de Loire, Île-de-France et Nord de la France. On fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pierre David ? Pierre David, présentez-vous. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis... c'est bon ? Un peu plus fort si je peux parler plus fort. Au plus près, okay. Ouais, merci. Ça touche. Alors, donc là, c'est pas possible. Ok, je vais parler plus fort. Donc moi je suis, par la force des choses, BIM Manager pour l'agence Tetrarch. Donc on est basé à Nantes. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter l'agence à Nantes. C'est l'agence qui a fait Stérolux. Voilà. Et donc on fait de tout type de projet et donc moi j'intervenais donc sur le conservatoire de région. Allez-y. À Rennes. Donc c'est un bâtiment donc qui est à Place de Zagreb, donc c'est au sud de Rennes, dans la ZAC du Blône. Un projet d'extension du conservatoire régional dans ce quartier, donc qui est un quartier de logements sociaux. Donc c'est pour apporter de la mixité sociale. Donc le site a été choisi par la ville de Rennes essentiellement pour ça, pour redynamiser le quartier. On est auprès, donc sur cette place de Zagreb, il y a un arrêt du métro. Donc voilà, c'est dans le développement de la ville. Donc ce bâtiment, il comprend, donc c'est une école de danse, de musique et de théâtre, avec un auditorium donc de 300 places, le hall d'accueil et le bar qui vont avec. Il y a des salles spécifiques de percussion, d'orchestre, de musique actuelle, donc pour jouer du rock, pour jouer plus fort. C'est encore d'autres questions que juste de la musique. Et tout ce qui va avec, les loges, les vestiaires, l'administration. On a également, au sein de ce bâtiment, donc au 3e étage, le pôle de formation des profs de musique du conservatoire de région, donc qui est en lien entre Nantes, Angers et Rennes. Et à Rennes, c'est l'école de musique pour les profs de musique, de conservatoire. Donc on est sur un budget de 15,2 millions d'euros. Le chantier est en cours, on verra une photo tout à l'heure, et on est prévu, donc même avec le Covid, livraison prévue février 2021, donc ça avance, on a bientôt terminé, Pierre. Oh, la pression là, la pression. Alors Pierre, pourquoi le BIM sur cette opération? Pierre, c'est moi qui vais intervenir là-dessus. On a deux pierres, on fait de deux pierres un coup. Voilà. Donc le BIM sur cette opération, c'est avant tout la maîtrise d'ouvrage, donc la ville de Rennes qui était motrice là-dessus. Donc le concours c'est 2015. Début 2016, donc c'est le service SIG de la ville de Rennes qui se dit bon, le BIM, on en parle,
il faut qu'on y aille, il faut y aller, là, c'est le futur. Donc on veut comprendre ce que c'est. Donc la ville, voilà, c'était le projet pilote. C'est donner les moyens en mettant en place d'abord un premier cahier des charges BIM, qu'on va dire très ambitieux, jusqu'à la GMAO, enfin les niveaux de développement 6 pour l'exploitation maintenance. Voilà. Niveau développement 6, qu'est-ce qu'on en fera? On ne sait pas, on verra. L'expérimentation du permis de construire 2.0, c'était aussi donc pareil, se dire que comment est-ce qu'on va, faut que nos services ils aient un jour une maquette pour savoir comment est-ce que ça marche, une maquette numérique pour faire un permis de construire. Donc on a livré un permis de construire avec une maquette numérique, le format habituel également. Donc avec ces objectifs de DOE, donc c'était vraiment pour avoir un premier projet, voir comment ça marche, quels sont les outils dont on va avoir besoin. Et au final, donc c'était il y a 4 ans, ça avance. Ils se sont dotés d'une charte BIM qu'ils ont fait avec un AMO BIM, et ils ont revu une bonne partie quand même de leurs exigences, plus proches de ce qu'ils sont capables de faire aussi sur place, et de qu'est-ce qu'ils vont en faire peut-être plus tard. A priori, donc le BIM il est quand même demandé maintenant. Enfin, depuis, ils le demandent toujours parce que eux, au sein de leur service, en tout cas en maîtrise d'ouvrage en amont, enfin pendant les études, ils utilisent beaucoup la maquette pour avoir toutes les informations qui les intéressent. Ça leur permet aussi d'échanger avec les utilisateurs beaucoup plus facilement. Donc ils sont quand même contents d'avoir des maquettes numériques dans leur projet. Nous, du coup, Pierre, si tu veux passer. Donc nous, en tant qu'architecte, on a acheté Revit à ce moment-là. C'était votre premier projet en BIM? C'était le premier projet. Alors c'est pour ça que j'ai mis une petite image d'un autre projet qui a été livré il y a 2 ans de l'agence. On ne faisait pas du BIM avant, on faisait de la maquette numérique. On avait des projets quand même complexes, que ce soit donc là, le centre des congrès à Jonzac ou Stérolux à Nantes, si vous connaissez le projet. On a des formes qui sont particulières, avec du coup des synthèses de réseaux qui sont importantes sur Jonzac, entre la toiture, la charpente, les réseaux, ventilation, électricité, les plafonds plâtres ensuite qui viennent devant. Pour communiquer, on avait déjà en fait à l'agence cette culture de travailler en maquette numérique. Donc pas sur Revit, donc avec les complexités des outils de retranscrire des plans en maquette, tout ça. Donc nous c'était le premier projet vraiment donc sur Revit, et on s'est formé au fur et à mesure de l'avancement du projet, quoi. C'est-à-dire qu'on a commencé le projet, on était nuls quoi sur Revit. Et puis petit à petit, on a avancé en même temps que le projet. Non sachant. Et petit à petit, le projet s'est bien amélioré. Et donc, pour parler du BET TCE OTIS, eux, comme un bureau d'études, c'est vrai qu'ils étaient déjà sur Revit, donc ils ont seulement à ce moment-là passé un peu le cap du BIM management en 2016-2017. Mais ils travaillaient déjà sur Revit, donc les échanges se sont faits et on est passé sur Revit. Il y a eu un transfert de compétences entre... Voilà, un petit peu, ouais. Okay, on a pu échanger avec tous les projeteurs aussi sur ça. Alors pour nous, pourquoi le BIM? Alors, nous, le BIM, on le connaissait, enfin moi, je le connaissais déjà depuis 11 ans, puisqu'en 10 ans, on avait découvert le BIM, j'ai mis découverte entre guillemets, on n'a pas découvert l'Amérique, mais enfin on a découvert que ça existait lors de la réponse à un concours Pucarria en 2010. On avait été lauréat d'ailleurs, enfin un des lauréats. Et à l'époque, l'architecte Christian Camuset m'a fait découvrir cet objet prodigieux que semble être le BIM. Donc là, une première approche. On a attendu quelques années et puis on est passé parce que c'est nous qui faisons tous les plans de façade, on est passé au BIM en 2015. Donc ça fait maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans qu'on y est. Alors pourquoi on y est passé? Tout simplement parce qu'on en parlait beaucoup déjà à l'époque. À partir de 2012-2013, on commençait à en parler beaucoup. C'était pour nous un gage de bien préparer l'avenir. On savait que ça viendrait, on ne savait pas quand, mais on savait que ça viendrait.
Maintenant, d'ailleurs, on attend toujours un petit peu parce qu'on est très demandeur des projets BIM, il n'y en a pas assez. On est là pour ça, d'ailleurs. Et puis, effectivement, comme vous, deuxième raison pour laquelle on est passé au BIM, à l'époque, il parlait beaucoup de gains de productivité. On nous annonçait des 20-25%. Bon, c'est toujours alléchant, hein, en entreprise, quand on connaît nos marges. Même 3% en plus ou 2% en plus, c'est déjà vachement bien. Bon, on verra dans quelques années si on gagne quelques pourcents. Là, 20%, on n'y est pas, un jour, sûr, tout de suite. Mais par contre, c'est vrai qu'on fait moins de bêtises sur les chantiers, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, troisième point important pour lequel on est passé, on a du mal à recruter chez nous, comme dans plein de boîtes de bâtiments. Et on pense vraiment que c'est une manière d'attirer les jeunes vers nos métiers globalement, et d'attirer éventuellement les conducteurs de travaux ou les dessinateurs qui voudraient effectivement apprendre la maquette numérique. Donc pour nous, c'est vraiment un moyen d'attractivité de l'entreprise. C'est un peu la marque employeur qui est importante pour nous, parce que malheureusement... C'est la première fois qu'on l'entend sur le Rex BIM Tour, le lien entre BIM et marque employeur. Voilà, Ouais. parenthèse fermée. Pour nous, c'est important. En plus, on est basé en Mayenne, donc vous savez que... Ah oui, ouais, c'est sûr que là, il faut beaucoup d'arguments. Ben, exactement, c'est un argument de plus pour nous. Hein. C'est un gars du Nord qui vous parle, hein, donc. Oui, qui vient de le pour aussi. Hein. Et puis, autre point important également, c'est que le BIM nous permet de limiter les aléas, mais je reparlerai tout à l'heure peut-être, où c'est bien en phase étude qu'en phase préparation et chantier. Ouais, là, on va vraiment progressivement entrer vers le concret. Comment ça s'est passé et quels avantages ou freins constatés. Ouais, ça, c'est un peu l'historique, hein, comment on y est arrivé. Voilà. Alors maintenant, comment le BIM, comment ça se passe concrètement? Donc, en phase conception, donc, comme je disais juste un petit peu avant, nous, on est passé donc, en maquette numérique à la phase APD. Donc, on avait, le concours avait été monté de la manière classique de l'agence, AutoCAD, 3ds Max, enfin, voilà. Et finalement, donc on est passé à l'APD parce qu'on avait du temps, on est passé sur Revit, accompagné par OTIS. On peut voir là entre la maquette en haut, j'ai mis les maquettes de l'APD et en bas les maquettes DCE. Donc voilà, petit à petit les informations rentrent, on modifie nos façons de modéliser. On était accompagné par donc OTIS HAH qui faisait du BIM management, en tout cas hébergeait les maquettes pour faire la synthèse. Et on travaillait avec des maquettes Revit. Alors après, en termes de BIM, on était vraiment sur un échange de maquettes une fois par mois, voilà, qui est tout à fait classique dans la maîtrise d'œuvre, quoi. Ensuite, il y a une phase quand même qui a été assez intéressante. Ensuite, parce que Pierre, si vous voulez passer, c'était la phase appel d'offres. Et là, nous, on s'est pris un petit mur. En fait, clairement, la mission BIM auprès des entreprises donc, était demandée par la maîtrise d'ouvrage. Donc, la ville de Rennes avait une vraie ambition d'avoir les maquettes BIM avec l'objectif des DOE en BIM à la fin. Et ça, cette mission-là, elle était donc ça a fait des surcoûts dans les études auprès des entreprises. Peut-être pas trop au niveau de chez Isorm puisqu'ils travaillaient déjà sur Revit, mais pour certaines entreprises qui n'avaient pas forcément les compétences en interne, devoir répondre à l'appel d'offres du conservatoire, qui est quand même un beau marché pour beaucoup d'entreprises, ça voulait dire acheter un ordinateur, former ou recruter quelqu'un pour faire le projet, quoi. Donc, ou former son équipe. Donc, ces coûts-là étaient intégrés dans leur réponse en appel d'offres. Donc, c'est vrai que on est passé par 2 phases d'appel d'offres et sur la deuxième phase, il y a eu, on a demandé à ce que ce soit qu'il y ait une ligne spécifique d'indiquer pour pouvoir identifier entre les entreprises le surcoût lié au BIM et surcoût qui a été pris en charge par la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que dans le budget initial, on va dire l'estime projet, il n'y avait pas cette ligne BIM qui au final était importante. Vous avez une fourchette de surcoût que ça représentait en pourcentage, sinon on avance. Hein, mais je crois que c'était quand même, je vais dire un chiffre assez rond, oui, on n'est pas mais là pour, sur l'ensemble du projet, c'est quasiment 1 million d'euros
qui a été Mais en pourcentage, en pourcentage, c'était 10%, quoi. Ah ouais, 10%. Ouais. Ok. C'était beaucoup d'argent. Ouais. Mhm. Donc, une fois qu'on a eu des entreprises qui travaillaient en BIM, on a travaillé donc avec OTIS en BIM management de chantier. Donc, et là, je rejoindrai un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure par Pierre. Ok, c'est encore un Pierre. C'est que le temps on a fait la période de préparation, on a beaucoup travaillé en prépa avec les entreprises pendant, donc c'est le planning que j'ai mis là, pendant 4 mois avec des revues de maquette toutes les 2 semaines. Donc ça voulait dire envoyer la maquette le jeudi pour la détection de clash du vendredi. Finalement, c'était un rythme très très soutenu et après ça s'est un peu calmé, mais on n'était pas arrivé au bout il y avait en gros le temps de prépa était fini, mais on n'avait pas fini la synthèse, quoi. Donc on a continué encore après, mais un peu moins accompagné parce que il y avait beaucoup de choses, quoi. À voir. C'est tellement, c'est un bâtiment complexe quand même. Voilà. Donc après là, j'ai mis une petite image aussi c'est une surcouche de la maquette archi, la maquette gros œuvre. On voit des réseaux fluides, des réseaux élec et voilà, on voit que tout n'est pas parfait. Et voilà, on a beaucoup échangé finalement avec la maquette numérique nous permet de travailler les interfaces et de faire des visuels rapidement. Là, il y a un truc qui ne va pas, il faut le modifier, quoi. Bon, c'était la phase de préparation. Des choses qui, on l'a dit tout à l'heure, coûteraient beaucoup plus cher si on s'en rendait pendant. Exactement. Ouais. Okay. Au niveau chantier pour l'entreprise, il a fallu effectivement, l'architecte a mis à jour la maquette de manière très régulière, avec forcément des rapports de modification qui étaient apportés à chaque changement. Alors, le gros intérêt de la maquette, c'est que les modifications pour nous, qui venions après la maquette architecte, étaient relativement simples. Hein. S'il y avait une cote d'allège qui changeait de 10 cm, forcément, nous, tous les plans étaient, alors c'était pas automatique, mais presque, étaient modifiés de manière assez simple. Après, des choses importantes, mais importantes pour nous, en tout cas, pour nos compagnons et notre encadrement de chantier. C'est un projet, vous l'avez vu, qui est assez complexe. Hein. Il y a des patios, il y en a un qui fait 4 mètres de diamètre, je crois, qui est un peu perdu au milieu de nulle part. Là. Enfin, excusez-moi, il a sûrement une fonction. Donc c'est un projet qui est relativement complexe. Et c'est vrai que quand le chef de chantier et les compagnons arrivent sur le chantier, si il y a 10 ans, on leur mettait sous le nez les plans 2D, c'est un peu compliqué à comprendre. Une maquette, on comprend tout de suite. C'est-à-dire que les formes apparaissent, le fameux patio apparaît, la partie circulaire apparaît de manière très rapide. Pour nous, c'est vraiment très bien pour que les gens de chantier se fassent une image très précise de ce que sera le chantier. Ça, déjà, c'est un premier point. Donc, nous, on a fourni à tous les chefs de chantier des tablettes sur lesquelles on a mis un petit viewer. Et donc, ils permettent de visualiser la maquette. Ils peuvent la faire bouger dans tous les sens. Hein, c'est assez intéressant. Bon, bien sûr, ils ne peuvent pas la changer, hein, mais en tout cas, ils peuvent l'observer. Et puis donc, sur nos tablettes, on a également mis tous les détails de bardage sur un logiciel qui s'appelle FieldWire. Et ces détails sont automatiquement mis à jour. Ça veut dire qu'on est sûr que si le chef de chantier il regarde son iPad pour faire un détail particulier, on est sûr qu'il verra le bon détail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci de mise à jour. Ça, c'est quand même vachement bien. D'autant plus que là, on était arrivé à des indices assez conséquents au niveau de la maquette, donc pas mal de changements au niveau des plans, en tout cas. Donc ça, effectivement, ça permet de réduire les aléas d'utilisation des bons plans, qui est toujours un souci sur les chantiers. Et puis un point qui était très important pour nous, c'est qu'on a fait tout le calpinage des matériaux sur la maquette. Alors là, juste pour information, c'était de l'Everlit. C'est des matériaux qui coûtent à l'achat plus de 100 € du mètre carré. Il ne faut pas se gourer, quoi. Un panneau qui fait 10 mètres de long par 1 mètre de large, c'est 1 000 € le panneau, quoi, non mis en œuvre. Donc il ne faut pas se tromper. Et donc on a préparé toutes les commandes de ce fameux panneau Everlit et puis également des panneaux verriers avec la maquette. On verra je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Ouais, donc ça c'est une vue de la maquette avec les repérages de nos détails qu'on a fait. Et bien, c'est une façade, c'est la façade avant sur laquelle il y a toutes les caractéristiques des fameux panneaux en Everlit. Par exemple, caractéristiques. Par exemple, là on ne voit pas grand-chose, mais bon, tous ces panneaux, ils font 1 mètre
1014,5 cm, c'est ça, hein, 1,01 m. Et la longueur est variable, puisque là, on voit qu'il y a effectivement un arrondi sur la façade. Et donc, on a pu faire la préparation de commandes de ces panneaux à partir de la maquette, à partir d'un Excel qui est sorti de la Au-delà des maquette. dimensions, ça spécifie quoi? La matière? Ça spécifie... Ah ben, ça détermine uniquement les dimensions. D'accord, ok. Après, la matière, on la connaît, puisque c'est Oui, une oui. demande de l'architecte. Oui. Donc, ça, effectivement, ça apparaîtra après sur le plan des DOE. D'accord, ok. Mais là, pour l'instant, on a la longueur, toutes les longueurs qui D'accord. sont données justement par la maquette. Et ça, c'est un plus parce que ça permet aux conducteurs de travaux de gagner beaucoup de temps dans ces commandes et ça permet de ne pas se gourer. Alors, à ce jour, on n'a pas eu d'erreur de commande de matériaux. Et puis donc, en fin d'opération, donc, comme l'a dit Pierre en début d'intervention, donc, on transmettra à la ville de Rennes donc, les DOE numériques avec tous les matériaux renseignés sur la maquette. D'accord. 5-7 minutes pour nous présenter les avantages constatés, les freins, les difficultés. Merci. Donc, Ou nous, moins, hein. alors Ou moins. Ou moins. Non, mais nous, alors c'est vrai que un facteur clé de succès et qu'on a repris, qu'on avait vu tout déjà avec Pierre aussi, et qui a été mentionné tout à l'heure, c'est le volontarisme de l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit dans la démarche pour que ce soit efficace. Ça simplifie beaucoup d'échanges, ça c'est certain. Et nous, donc le travail, effectivement, c'est essentiellement sur Revit plus que BIM, mais c'est vrai que ça nous permet, en gain de productivité, alors sur ce projet-là, vu qu'on se formait à l'agence, c'est pas évident, mais en tout cas, la cohérence d'ensemble des pièces, nous, plus jamais je retravaille sur AutoCAD, c'est pas possible. Voilà, faut le dire. Vous êtes convaincu, converti? Moi, je suis converti. Nous, on est convertis à l'agence, en tout cas, ceux qui travaillent sur Revit maintenant sur les projets, qu'on gagne du temps, on a plus de temps pour faire de l'architecture par rapport à dessiner des choses. Rapide, je rebondis. Vous avez exprimé tout à l'heure une estimation du surcoût que ça avait généré par les prestataires qui répondaient, etc. Est-ce que vous, aujourd'hui ou demain, vous serez en mesure, est-ce que c'est un objectif, de mesurer le gain, non seulement en termes de coût, de productivité, mais en termes de coût? Finalement, c'est des choses que vous allez pouvoir qualifier, quantifier demain, ça? Alors, nous, pour l'instant, non. On n'est pas en mesure de le faire. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire maintenant. En termes de charge mentale, quand même, c'est pas mal déjà. D'accord, oui. Voilà, Okay. le gain est bien. Les points positifs, pour nous, c'est pareil, il y en a pas mal. Hein. Chose que je n'ai pas dit tout de suite, c'est que tous les métrés, on les a fait à partir de la maquette numérique. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, maintenant, on le fait systématiquement quand on reçoit des plans en maquette. Donc, ça veut dire une fiabilité dans les métrés, donc on est sûr de ne pas se tromper. Alors, des fois, ça nous permet de passer à côté de chantier parce qu'on a tout prévu, mais bon, on sait d'où on part. L'aide à la compréhension du projet, comme je l'ai dit, plus le chantier est compliqué et plus c'est intéressant parce qu'on visualise bien le chantier. La réduction des risques d'erreur, puisque les commandes de matériaux sont sécurisées. Hein, quand on a des matériaux qui coûtent très cher, il ne faut pas se tromper. Donc là, c'est automatisé. Alors bien sûr, ça n'empêche pas la vérification et puis le contrôle par le conducteur. Mais en tout cas, il y a déjà une grande partie du travail qui est fait là. Et puis la synthèse est réalisée. L'intérêt, c'est qu'on sait que la fenêtre, elle doit s'arrêter à 3 mm dans notre tableau, par exemple. Donc là, c'est extrêmement simple, on ne veut pas se tromper. Les modifications réalisées rapidement, ça on en a parlé également. Et puis l'intérêt pour nous, entreprises, c'est qu'on a l'organisation qui est facilitée. Je vous ai indiqué tout à l'heure une vue de façade. Automatiquement, avec la maquette numérique, on peut avoir la nomenclature de tout ce qu'on peut trouver sur la façade. Le nombre d'équerres par façade, le nombre de mètres carrés de laine de verre, le nombre de panneaux d'Everlit, en fait, tout ce qu'on peut avoir qui constitue notre bardage, on l'a automatiquement. C'est-à-dire que le chef de chantier, quand il démarre sa façade le lundi matin,
Et ben, il sait exactement, ben voilà, la façade là, il faut que je prenne 150 équerres de 150, il faut que je prenne X panneaux. Donc pour lui, c'est également une facilité de préparation. Expliquez-nous le côté lean, finalement. Ah ben, côté Lean, il n'y a pas de perte de temps, quoi. C'est le progrès continu, enfin, c'est de l'optimisation, de l'efficience Absolument. poussée, ouais, pilotée. Le Lean, c'est l'amélioration continue, c'est tout faire pour... Lean, ça veut dire maigre. Hein, Lean Management, on fait avec le minimum, on fait bien avec le minimum. Il n'y a pas de perte, on évite les pertes, on évite les chutes. On trouve les moyens d'accès au chantier les plus rapides. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage, bien sûr, sur le chantier. Donc là, le matin, le chef de chantier doit démarrer sa travail numéro 10, par exemple. Ben, il sait qu'avec sa travail numéro 10, il aura 200 équerres, il aura tout ce qu'il faut. Pas une de plus, pas une de moins. Et le soir, le compagnon qui termine la façade, ben, il ne doit pas lui rester d'équerre, quoi. Il ne doit pas demander non plus. C'est le gros intérêt. Mais s'il lui en reste, vous ne le saurez pas, sinon je rigole. Non, par contre, du J'espère coup, que si. peut-être un lien aussi à faire en se disant aussi un chantier finalement optimisé en termes d'impact aussi, du coup, finalement, de consommation de matière. Impact etc. environnemental, Voilà, également, absolument. Oui. un lien indirect avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Tout à fait. Alors les facteurs clés de succès, moi j'en ai identifié deux. Ben, il faut une période de préparation plus longue. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage qui nous disent on a un OS aujourd'hui, le 13 octobre, on doit démarrer dans 2 mois. Ben non, on ne peut pas démarrer dans 2 mois, hein, c'est impossible. Il faut laisser le temps au temps, il faut faire les plans, il faut passer les commandes. Le temps, on le regagne après, il ne faut pas rêver. Hein. Une bonne préparation de chantier, même si on prend 3 mois ou 4 mois, on les gagne après. Sur un chantier qui dure 1 an, c'est pas l'échelle. Ça, c'est un facteur de succès. Autrement, on va se planter, c'est sûr. Hein, on en parlait tout à l'heure. Et puis, autre facteur clé de succès, il faut qu'on travaille avec les entreprises qui ont une bonne maîtrise du BIM. Hein. Là, on était en groupement avec le gendre. Il y avait un lot clos couvert, hein, donc le gendre était mandataire. Dans ce lot, il y avait une entreprise, toutes les entreprises étaient au même niveau, hein, on va dire ça comme ça. Et ça pose quand même des problèmes au niveau de la synthèse, et puis après au niveau du chantier, forcément. Vous estimez une pénurie aujourd'hui, ou pas une pénurie, mais en tout cas une difficulté à trouver des partenaires au niveau, en tout cas exigé? Globalement, j'estime qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui s'y sont mis. Ouais, pour avoir une vraie productivité, il faut qu'il y ait plus de gens qui s'y mettent, c'est évident, okay. C'est sûr. Donc on n'a pas le temps de passer le... Pendant les questions-réponses, je la remettrai, d'accord? Je la remettrai pendant les questions-réponses. Vous pouvez passer, comme ça je la remettrai après pendant les... Je sais que c'est frustrant, mais on y reviendra, vous rassurez-vous. Moi, j'ai en point négatif, mais ça c'était évident que ça allait nous arriver. On avait clairement sur ce projet-là un manque d'expérience sur le logiciel, donc on a été limité par l'outil à certains moments. Bon, on l'a vu entre les deux vues de maquette, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, on s'est rendu compte que les murs, faut pas qu'on les modélise comme ça. Donc on prend quasiment tout, on met à la poubelle, on refait. Il a fallu se former, et clairement, il y a des choses qu'on a un peu loupées dans le projet parce qu'on n'avait pas la maîtrise complète de l'outil, de certains assemblages, de certains raccords qui sont sur Revit 2017, qui étaient qui n'étaient pas forcément simples à faire. Donc ça, c'est des limitations de l'outil. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est la fausse apparence de simplicité. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression, nous, en faisant le projet, quand on s'est lancé dedans, ça va être super, on est en BIM, on va pouvoir mettre tous les réseaux apparents, ils vont être beaux. C'est sûr, ça va être facile, on va tout maîtriser, mais en fait, non, on ne maîtrise pas tout, donc on l'a fait, mais c'est énormément de travail, de synthèse avec les entreprises, avec les bureaux d'études, pour arriver à un résultat correct. Et le BIM ne règle pas tout. C'est pas parce qu'on est en BIM qu'on arrive à tout faire. Oui, j'avais un autre truc que je voulais mettre, mais je l'ai pas mis. C'est pas parce qu'il y a plus de conflits que la synthèse est réussie. Ça, c'est c'est pas parce que y a plus de gaines qui se touchent que c'est nous on a il n'y a pas de plafond dans les circulations, tous les réseaux sont apparents dans le projet, et c'est pas parce qu'ils se touchent pas que ils sont architecturalement bien agencés, corrects. Voilà, c'est en s'évitant que c'est pas suffisant, donc il faut plus que ça pour
pour avancer. Très rapidement, voilà, pour passer aux questions-réponses. Merci beaucoup. Pour nous, les points négatifs sont sa synthèse incomplète sur certains hauts, j'en ai parlé, il faut que tout le monde soit au même niveau, effectivement. Et puis donc, vu que les entreprises n'étaient pas toutes au même niveau, on a eu des retards de synthèse sur certaines zones qui ont créé des petits désagréments, des petits soucis. Et puis un point anecdotique mais qui est important, c'est que pour que ça fonctionne bien, il faut bien définir le point de géolocalisation GPS pour que chaque entreprise parte du même point. Autrement, ça peut poser des problèmes. C'est tout simple, mais on a eu le cas. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu, Ça oui, sent tout le à fait. vécu. D'accord. Voilà, écoutez, après il y avait Allez-y, hein, mais rapidement. Bon. Ah non, ça c'est des... les conditions de suite, tous acteurs, il faut que tout le monde soit au même niveau, que toutes les entreprises y aillent. Les risques d'échec, c'est ce qu'on entend depuis à peu près 350 ans dans le bâtiment. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on ne va pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop difficile. Non, ça aide. Effectivement, au départ, il y a un investissement, mais l'investissement, il paye et on travaille pour la préparation pour l'avenir. Et puis donc, période de préparation trop courte, c'est effectivement un risque d'échec, on risque de se planter à cause de ça. Les marges de progrès, aller vers le BIM niveau 3. Là, pour l'instant, on n'y est pas. Il y a très peu d'exemples en France où on y est arrivé. Et puis gagner en productivité en investissant dans les études. Pour nous, la matière grise, elle évolue. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus dans la préparation dans les études et un peu moins après. Ce qui rejoint effectivement toutes les difficultés qu'on a à recruter. Et une bonne préparation, on peut y arriver après de manière relativement facile. D'accord. Voilà. Merci. On vous remercie. Merci beaucoup. On peut déjà vous remercier pour ce Rex. On va maintenant passer questions-réponses, réactions. Allez-y, je vais venir vous voir. Vous pouvez activer le micro. Je vais tenir le micro, ça ne vous dérange pas? Pas de souci. Il y a quelque chose qui m'a interpellé de la part de Pierre David. On a les mêmes problématiques quasiment chez Cube Architecture. Vous avez mentionné que vous faites plus rapidement les projets grâce au BIM. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas pour nous, au moins pour les premières phases du projet. Est-ce que c'est le niveau de détail? Est-ce que vous avez maîtrisé quelque chose en particulier? Aujourd'hui, on fait plus avec le temps. On a gagné en qualité, mais on n'a pas gagné en temps de production. En temps de production, c'est effectivement, on fait mieux, je pense, mais ça prend pas moins de temps qu'avant. C'est-à-dire que moi, ce que je dis toujours à l'agence, qu'on n'est pas tous encore sur Revit, c'est quand on est sur Revit, on construit le bâtiment, on dessine le garde-corps comme on veut qu'il soit. Et on ne sait pas la représentation du garde-corps comme on pense qu'il sera vu de telle manière, en plan, en coupe, on dessine le garde-corps. Donc ça prend un peu plus de temps, mais par contre, il est correctement dessiné partout. Et ça permet de sortir ensuite des projets où là on a sorti récemment un pro d'un collège, il y a 70 A0 de plans, de coupe, de façade. Un A0, c'est un format de papier, puisque c'est encore ça qu'on rend, en plus de la maquette. 70 A0. Oui, c'est le nombre de documents qu'on rend. Ah oui. Okay. Donc ça permet de sortir sur un bâtiment comme ça, on serait sur AutoCAD, on aurait fait 2 coupes. Là, on en a 6 par bâtiment. Donc on a plus de documents, donc c'est mieux documenté pour le DCE. On a plus de choses, quoi. Réaction? Je vais tenir le micro, pardon. Une question, est-ce que vous avez Thibaut Bourdel de BIMTech, est-ce que vous avez une expérience sur la manière de faire descendre une maquette sur le terrain, sur le chantier? Nous, on équipait tous nos chefs, comme je disais tout à l'heure, de tablettes. Mais par contre, on n'a pas de... Sur le chantier, il y a eu des rendez-vous de chantier, effectivement, en phase préparation avec des maquettes, avec la maquette. Mais nous, en phase travaux, on confie un iPad avec la maquette qu'on peut visualiser. Mais pas plus pour l'instant. Nous, effectivement, il y a un vrai encore travail, je pense, à faire entre le BIM et le construire, quoi. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je pense que les gars et les filles sur chantier, ils ont toujours besoin d'un bout de papier pour savoir où ils vont mettre leur cloison. Ils le font pas encore avec une tablette numérique, donc
Ça, c'est certain encore que il C'est un faut, sujet qui a été abordé. la- tout à l'heure. le BIM, c'est la maquette et il faut faut l'interpréter en plan, en vue, en coupe pour Et en faire construire encore. un outil de management Alors sur c'est vrai sur site, quoi. que ce que disait Pierre sur le fait d'avoir des tablettes sur chantier, c'est bien, mais c'est vrai que quand je me pose la question, quand on coule du béton, on peut pas vraiment prendre la maquette on prend pas son iPad en même temps qu'on. C'est pas évident, du papier, ça va encore, quoi. Du béton en réalité augmentée. Présentez-vous. Bonjour, Laurent Le Breton d'Eagle. Je travaille à la ville de Rennes et je suis curieux parce que c'est la maîtrise d'ouvrage qui vous a demandé de travailler en BIM. Qu'est-ce que ça a apporté dans la relation avec la maîtrise d'ouvrage du coup? Du business. Oui, À part ça, c'était la demande de la maîtrise d'ouvrage. La direction du patrimoine bâti s'est quand même emparée de la maquette pour comprendre le projet, rentrer dans les espaces, lire les plans, les 3D. Après, ouais, c'est difficile à dire. Après, c'est chacun au sein des services qui s'est emparé ou pas de la maquette. Après, nous, on attend encore peut-être leur retour complet de comment est-ce qu'ils l'utilisent. Et effectivement, en vue des DOE et éventuellement d'une maquette d'exploitation, qu'est-ce qui est vraiment attendu? Là, on est encore... En tout cas, c'est quand même pas un projet anodin. Ils n'ont pas choisi un petit chantier, entre guillemets, pour expérimenter et se faire la main sur le BIM. On peut imaginer qu'ils étaient déjà mûrs et qu'ils avaient déjà une réflexion de longue date avant de se dire, bon, c'est là-dessus qu'on va tester le BIM. Enfin, ça me semble... On voit souvent des expérimentations sur des projets de moindre envergure, mais du coup, là, ça m'avait l'air assez engageant. Oui, c'est sûr que c'est engageant. En vrai, nous, finalement, à l'agence, et la maîtrise d'œuvre en général, elle est plutôt contente d'avoir travaillé en BIM sur ce projet-là. Ne serait-ce que déjà pour ça, on peut dire merci à la ville de Rennes de nous avoir poussé à s'y mettre. On les salue sur le live stream. C'est vrai. J'ai une question là, après je viens vous voir, et puis on va enchaîner sur le deuxième. Je vais prendre le micro, pardon. Hop, hop. Non, c'est pas grave. C'est pour toi, Ziad. Ziad, je veux dire, alors, Atelier Préau, je suis programmiste et urbaniste par l'occasion, et vice-président également de Sinov Ouest. Je me pose la question sur quelle est la phase d'étude la plus pertinente pour engager une maquette BIM, et notamment quand il s'agit de concours de maîtrise d'œuvre, parce que j'ai eu l'occasion de lancer des concours en BIM. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, notamment la MOBIM, en fait, pour lui, c'était vérifier que les équipes sont en capacité de rendre en fait une maquette BIM et juger la qualité de la maquette. Mais est-ce que vraiment c'est intéressant de la rendre dès la phase esquisse, ou est-ce qu'il faut attendre ultérieurement une certaine maturité des projets pour essayer d'éviter aussi des allers-retours et éventuellement une remise en cause de certains aspects du rendu lui-même, en fait? Là, j'ai envie de reprendre un parti Pierre de tout à l'heure, qui disait qu'en fait, pour moi, c'est le plus vite possible. Parce que si on se dit qu'on passe en maquette BIM en pro, ça sert plus à rien de faire venir un environnementaliste. Il faut le faire tout de suite, en fait. Et là, on commence donc des phases d'études beaucoup plus en amont. Là, on a un projet, on est en phase on vient de rendre une esquisse. En fait, la maquette, elle est là, les fenêtres, elles sont là. Il y a plus qu'à la renseigner. Donc les bureaux d'études, il faut qu'ils s'y mettent tout de suite, en fait, sur la maquette. Ils peuvent la prendre et comment dire, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une maquette pro pour faire une STD. Il faut la faire tout de suite pour se dire il y a trop de fenêtres, il n'y a pas assez de fenêtres. Il faut le faire tout de suite, en fait. Clairement, l'outil, moi, je suis vraiment très content de travailler sur cet outil Revit, mais il faut le faire le plus vite possible, quoi. Il y a une maquette. C'est effectivement demander une STD avec 3 plans AutoCAD et une coupe. Il n'y a peut-être pas suffisamment d'informations, mais quand on fait une maquette, pour moi, les informations, elles sont en partie là. Après, peut-être que d'autres, il y a des bureaux d'études dans la salle qui pourraient répondre. Mais simulation thermique dynamique. Une question ici, présentez-vous.
Nathalie Dejour, consultante formatrice indépendante dans le domaine des systèmes d'information géographique. Alors en fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être un essai d'apporter des éléments de réponse sur l'interrogation que vous aviez par rapport à Rennes Métropole. Pour avoir été en contact avec eux il y a quelques années, avoir fait un atelier où on essayait de réfléchir sur la dualité BIM et SIG, un peu aussi ce qu'a évoqué Emmanuel Di Giacomo tout à l'heure. Vous l'avez évoqué d'ailleurs au départ, la demande elle a été formulée par le service SIG en fait, de Rennes Métropole. Et je pense qu'en fait, c'est un moment où les maîtres d'ouvrage, moi je fais de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, je pense que c'est un moment où les maîtres d'ouvrage de structures de territoire suffisamment... D'abord, Rennes Métropole est quand même très avancée dans le domaine des SIG, du numérique et de la 3D, et de la maquette 3D. Et donc, ils sont un peu moteurs aussi là-dessus. Vive les Bretons. Et donc, je pense qu'en fait, ils ont aussi voulu passer à autre chose, enfin, expérimenter quelque chose dans le cadre de ce projet-là. Et je pense que derrière, l'idée, c'est une idée aussi de travailler sur le cycle de vie du bâtiment, en fait. C'est-à-dire que non seulement dans la conception, donc c'est bien de partir sur un bâtiment, en tout cas c'est la discussion moi, que j'avais eue à l'époque avec la responsable du service SIG, sur la question de la maquette numérique, c'est de dire... sur un bâtiment, en fait, au même titre qu'on a le cycle de vie des données quand on travaille en matière de SIG, on a un cycle de vie du bâtiment et c'est depuis sa conception jusqu'à sa démolition qu'il faut penser en fait le bâtiment. Et pour ça, en fait, le BIM, c'est un outil intéressant. Si on le prend dès le départ, dès la conception, on va pouvoir suivre l'évolution du bâtiment et puis aussi prévoir aussi sa rénovation, voir si ça n'est plus possible, sa démolition derrière et l'évacuation des matériaux, etc. Est-ce que ces aspects-là ont été évoqués suite à la livraison? Quel usage de la maquette en exploitation-maintenance? Pas encore. Enfin, pas. Moi, Ça va peut-être venir. moins proche du projet maintenant, mais c'est en discussion, je pense, auprès à la ville et à Rennes Métropole pour savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire vraiment maintenant, mais c'est Histoire à suivre. C'est en cours, quoi. Histoire à suivre. Très bien. Encore 2 questions, mais vraiment très rapidement, parce qu'on a 2 autres règles. Je vous rappelle 3 témoignages de start-up qui arrivent. Présentez-vous. Alexandre Aubin, Sofradi, et j'avais une question pour Monsieur Laruaz. Vous avez parlé d'équerres, et est-ce que vous avez modélisé ces équerres sur Revit? Sur nos plans de façade, de détail et de façade, le plan d'ossature figure effectivement les équerres, oui. Avec le nombre d'équerres, la hauteur, oui, tout est complet. C'est pas très compliqué, une fois qu'on a numérisé une équerre, on les reproduit. C'est pas très compliqué, ça. Est-ce que ce type d'objet existe déjà dans des bibliothèques aussi, sans devoir être développé Non, dans les bibliothèques, il n'y a pas énormément de choses, mais on les crée, c'est pas très long. Une équerre, c'est extrêmement simple. Pardon. Rami Chetoui, une dernière question. Je sais que la table ronde a passé rapidement, mais... Non, je fais vite. Du coup, je reviens à la remarque de Pierre. En fait, j'estime que le process de BIM, c'est un acte évolutif. Du coup, quand on parle de phase, oui, c'est vrai, en pro, c'est peut-être un peu tard. Après, il y a quelque chose de très important en BIM, c'est le bon sens. Il n'y a pas un modèle à consommer, il n'y a pas de... En fait, pour chaque projet, il y a une particularité. On avait un concours, on avait un bardage assez spécifique, avec des mouvements de terrain assez spécifiques. On a mis juste l'effort sur le bardage pour faire de bonnes estimations, et pareil pour le mouvement des sols, et ça change pour chaque projet. Donc il y a le bon sens, et il faut faire évoluer la maquette. Donc, il y a autant de BIM qu'il y a de projets, qu'il y a d'acteurs, qu'il y a d'objectifs, quelque part. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Vraiment, je suis désolé, il faut qu'on avance. Merci beaucoup, Pierre David, merci Pierre Larua pour votre témoignage. Merci.